Bonjour, je m'appelle Reynolds Boutali. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Thierry Kougiman. En résumé, c'est quoi l'affaire Thierry Kougiman? Peut-être que vous avez déjà vu ça dans les réseaux sociaux où des gens appellent à comprendre les motifs de son meurtre, de son assassinat. Et récemment, vous avez peut-être vu des gens qui appellent à la libération de la veuve qu'il a laissée, Krista Canezza, qui est, elle, accusée d'avoir tué son mari. Donc, en gros, en résumé, l'affaire, c'est un jeune homme, un jeune couple, récemment marié, et ils ont un bébé de 3 mois. Et ils se sont mariés pendant que la femme était enceinte, Krista Kugimana, et donc ils ont eu ce bébé récemment, quoi. Alors, Thierry, c'est 3 voleurs qui entrent chez lui, ou 3 assassins. On ne sait pas s'ils venaient pour voler ou pour l'assassiner. Ça, c'est déjà un. Donc, il y a 3 hommes qui entrent chez lui et qui le tuent. Un de ces hommes laisse un téléphone à la maison. On ne sait pas si ces gens qui l'ont assassiné ont laissé leur propre téléphone ou le téléphone de quelqu'un d'autre pour l'accuser. Mais il se trouve qu'ils ont laissé leur propre téléphone à la maison. Ils ont volé le téléphone de Thierry et ils ont apparemment aussi volé ses chaussures. Bon, ils ont volé ses chaussures. Euh, Avant cet épisode, 2 autres personnes étaient venues chez lui pour le voler, ou alors peut-être que ces personnes étaient venues pour l'assassiner, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a 2 personnes qui sont venues chez lui, il les a attrapées, il les a amenées à la police, et la police a relâché ces 2 personnes parce qu'elles avaient payé une caution, et apparemment leur boss, le boss de ces 2 personnes, avait payé la caution qui est de 300 000 balles. Et, et par après, ben, 3 personnes vont chez lui et l'assassinent. Donc, enquête de la police, comme, je sais pas, au Burundi, les gens sont assassinés et souvent il n'y a pas d'enquête de la police. Je veux dire, on connaît l'affaire Don Hassan, l'homme d'affaires qui était aussi sénateur au CNDD-FDD. Il a été assassiné, il n'y a pas eu d'enquête. En tout cas, s'il y a eu des enquêtes, on n'a pas entendu beaucoup plus que ça, on n'a pas entendu un suivi, on n'a pas entendu parler d'un suivi particulier, disons. Comment fut menée l'enquête après cet assassinat? C'est-à-dire, donc, 3 voleurs entrent chez toi, t'assassinent. Comment la police burundaise va mener cette enquête? L'enquête a commencé par les domestiques, les travailleurs de maison, qui étaient accusés d'avoir ouvert la porte aux assassins. Parce qu'ils sont censés garder la maison, ils sont payés pour ça, c'est leur travail. En tout cas, ça fait partie du cahier de charge d'un domestique qu'il est censé quand même, tu attends de lui qu'il garde la maison. Et les 2 domestiques ont été amenés au commissariat, là où ils font l'enquête, et il y a eu un ordre venu d'en haut, comme on dit au Burundi. Généralement, un ordre venu d'en haut, c'est juste quelqu'un de puissant qui va déterminer le cours de cette enquête. Et donc, l'ordre venu d'en haut a exigé de relâcher ces 2 domestiques. Les grooms, comme on dit au Burundi. Donc, les 2 grooms ont été relâchés. Ce qui est étonnant dans l'affaire, c'est que le même ordre venu d'en haut a exigé que ces 2 domestiques continuent à avoir le même travail chez Thierry. C'est-à-dire, l'ordre venu d'en haut a non seulement obligé les policiers à les relâcher, alors qu'ils étaient accusés de complicité de meurtre, mais l'ordre venu d'en haut a obligé, disons que les policiers ont insisté à ce que ces domestiques reprennent le travail chez Thierry, chez la victime. Bien évidemment, la famille de la victime a refusé. Ils ont dit pourquoi insistez-vous autant pour qu'on accueille ces gens qui sont accusés de complicité, de meurtre de son mari, voilà, ou de leur enfant pour les parents de Thierry, ou de leur beau-fils, voilà, pour les parents de la fille.
Euh, je ne sais pas pourquoi la police nationale insisterait pour que des gens qui sont accusés de complicité dans un meurtre retrouvent le même boulot qu'ils occupaient avant, comme s'il manquait de ménages où ils peuvent être domestiques, ou si la police nationale se préoccupe beaucoup du travail d'un domestique et où il doit travailler. En tout cas, toujours se fait-il que la police a insisté pour, a voulu forcer la main à cette famille pour accepter ses domestiques. Bon, la famille, je la comprends, elle a refusé parce que qui dit que ses domestiques n'allaient pas encore faire la même chose et ouvrir les portes et assassiner des gens. Donc, en tout cas, la personne qui a fait assassiner Thierry Koubguiman, elle est très puissante parce qu'elle est capable de forcer la police à exiger qu'un domestique aille travailler chez quelqu'un. La police n'a pas ses prérogatives. Bon, après ça, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de suivi pendant un mois et demi. Après ce un mois et demi, les amis de Thierry, des amis qui vivent, je crois, à l'étranger, ont fait une circulaire sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils ont dit qu'ils sont prêts à payer 10 000 € pour quiconque va leur donner une info particulière par rapport à l'assassinat de Thierry. Si quelqu'un a une info, ils ont donné un numéro de téléphone et ils ont promis 10 000 €. Juste après ça, dès qu'ils ont promis ça, le commissaire de la police criminelle, je crois, a appelé un membre de la famille de Thierry. Un membre proche, un parent proche, quoi. Euh, En tout cas, moi, ma source m'a précisé le membre de la famille qui a été appelé, mais je ne crois pas que j'ai le droit de le divulguer. Ils l'ont appelé, la police appelle le membre de la famille, le policier appelle le membre de la famille, et c'est pas n'importe quel policier quand même. Et il lui dit, rejoins-moi quelque part. Quelque part, rejoins-moi. Le membre de la famille rejoint ce commissaire de la police criminelle. Et dans la voiture de ce commissaire de la police criminelle, il y a une personne qui avoue avoir fait ça. Et donc, le policier, dans sa voiture, qui circulait comme ça, avec un criminel à côté, imaginez-vous, il ne lui a pas dit rejoins-moi au bureau, on a trouvé l'assassin ou on a trouvé quelqu'un qui avoue un meurtre. Non, non, il était avec lui dans la voiture, tranquille. Et il lui dit, là, je te présente la personne qui assume le meurtre de Thierry Kogiman. C'est quand même grave, hein. Je sais pas, je me dis que si j'étais policier, si quelqu'un avoue un meurtre, ben, je ne dis pas aux membres de sa famille, venez le voir, il est avec moi dans la voiture, on circule ensemble. Je ne connais pas la procédure, mais je ne sais pas si la procédure ressemble à ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il a appelé son membre de la famille et il y avait une personne dans la voiture qui avouait avoir fait le meurtre. Alors, ils ont voulu faire une reconstitution. Certaines personnes disent que c'était peut-être pas une reconstitution, c'était peut-être une reconnaissance de terrain. Parce que visiblement, ces deux personnes ne connaissaient pas l'endroit. Il y a eu beaucoup de... D'ailleurs, je crois que le porte-parole de la police lui aussi a dit que ils n'étaient pas très cohérents. Le premier disait qu'il a tourné à gauche, l'autre à droite, et ainsi de suite. Toujours est-il que ces deux personnes, une de ces deux personnes, a chargé la veuve de Thierry Koubguiman. Hein. Une de ces deux personnes a chargé la veuve et a dit que c'est la veuve qui aurait organisé l'assassinat de son mari. Et la police s'est empressée à dire que oui, c'était elle. Alors, et d'ailleurs, ils ont fait une conférence de presse où ils l'ont mis au milieu de soi-disant ces deux complices et en disant oui, c'est elle qui a fait ça. Alors,
Je me suis renseigné sur le sujet et voici ce que j'ai appris. D'abord, le porte-parole de la police, quand même par honnêteté intellectuelle, il admet lui-même que ces deux personnes n'étaient pas cohérentes et qu'elles- qu'ils n'avaient même pas idée de la maison où ils étaient ou comment ça s'est passé. Et lui-même, il admet. Mais bon, mais quand même, il se base sur leurs témoignages pour mettre quelqu'un en prison. Mais je vais vous dire, je vais vous donner quelques détails et c'est à vous de vous faire une idée. Le premier détail, ils ont attrapé le téléphone. Il y a une personne qui a oublié son téléphone dans cette maison. Est-ce que Christa, la femme de Thierry, est-ce qu'elle avait été en communication avec cette personne? C'est très facile à vérifier. En tout cas, ce n'est pas la piste que la police a suivie, vu qu'il n'y a pas de communication. Ni avec ces gens-là, ni avec d'autres personnes. Elle n'a pas communiqué avec les gens qui l'ont tué. Ils disent que son téléphone a borné vers le héros, le soir du meurtre. Et la police conclut que Christa, la femme de Thierry Coupriman, la police conclut qu'elle aurait conduit les assassins vers le vélo pour, je sais pas, pour voler des choses chez elle. Qu'elle aurait tué son mari pour voler des choses chez elle. Comme si elle ne pouvait pas voler quelque chose chez elle. Bref, s'il fallait voler. Il se trouve que Christa ne sait pas conduire. Elle n'a pas de permis, elle ne sait pas conduire. Maintenant, elle a appris à conduire après l'assassinat de son mari, après le meurtre, mais elle ne savait pas conduire au moment des faits. La police dit que Christa a allumé des lumières partout et qu'elle a laissé les portes ouvertes de la maison et qu'elle aurait fermé à clé la porte de la bonne pour, euh, pour que tout se passe sans qu'il y ait des témoins. Alors la question que la famille se pose, c'est si ta femme se met à ouvrir toutes les portes et à laisser toutes les lumières allumées, est-ce que ça n'aurait pas inquiété Thierry? Vu qu'avant il avait attrapé des voleurs chez lui, a-t-elle pu laisser la maison comme ça, les lumières allumées, les portes ouvertes, sans que Thierry lui-même n'ait un doute? Ça, c'est la réponse, en tout cas, des gens qui sont proches du dossier. Un autre fait intéressant, hier soir, bon, hier après-midi, pardon, vers 14 heures, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je vais vous donner l'info. Quand la police a amené Christa au parquet de la justice, d'ailleurs, ils l'ont amené dans une voiture du service national de renseignement. On se demande si ce qui se passe est si important pour que le service national de renseignement soit, en tout cas, mobilise sa voiture pour cette affaire-là. En tout cas, il se trouve que c'est important pour certaines personnes qui sont influentes. Euh, Ces deux personnes qui l'accusent, il y a une qui a dit qu'elle n'avait jamais vu Christa. Parmi les deux personnes qui accusent Christa, il y a une qui a dit, moi je ne vais pas accuser quelqu'un que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu cette femme, elle ne nous a jamais donné l'ordre de tuer son mari. Et les gens qui étaient au parquet disent que la personne qui a nié ça, la personne qui n'a pas chargé Christa, a été emmenée quelque part. On sous-entend qu'il a été amené à la documentation. Parce que quand le gars qui a nié est revenu, il était très abîmé. Il était très abîmé, mais apparemment il a continué à nier. Mais n'empêche que Christa est allée à Nimba, c'est fermé. Bon, ça c'est les faits. C'est les faits. Voilà, je vous ai résumé les faits. Les faits, c'est trois personnes qui entrent et qui tuent un jeune homme. Et les faits, c'est la police qui charge sa femme, la veuve. Et ils ont un enfant de 3 mois. Je crois que ça c'est connu. Et les faits, c'est un acharnement. Alors, les spéculations. Pourquoi il a été tué? Très tôt, dès qu'il a été assassiné, il y a eu des rumeurs sur le fait que ce serait peut-être des membres de sa famille ou les parents de Thierry et de Christa qui ne s'entendent pas. J'ai fait ma petite enquête. Tous ceux que j'ai contactés disent que les deux parents s'entendent. Voilà. Ah, voilà, ils s'entendent. En tout cas, ils n'iraient pas jusqu'à vouloir tuer son beau-fils. Ou voilà. Et
Les membres de la famille de Thierry, il n'y a pas de bif, quoi. Il n'y a pas de bif qui irait jusqu'à faire tuer quelqu'un. Je ne sais pas qui a fait ça. Euh, mais une chose est sûre. La personne qui a fait assassiner Thierry, elle est très connectée. Elle a des amis très haut placés. Parce que c'est quand même une personne qui peut exiger que des domestiques qui sont complices de la mort d'une personne retournent travailler. Et là où ils ont fait le meurtre, où ils ont été complices de meurtre. C'est une personne capable de... Finalement, parce que Christa était censée rentrer le jour même. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo. Au jour de l'enquête, elle était censée le jour même rentrer. Et il y a quelqu'un qui aurait appelé un grand commissaire de la police qui s'appelle Bertin et qui aurait dit à Bertin qu'il ne faut pas qu'elle rentre et qu'elle doit rester en prison et qu'ils doivent accélérer pour qu'elle aille à Mimba. Donc, la personne qui a fait assassiner Thierry, elle est puissante. Euh, je ne sais pas qui c'est. Peut-être la famille de Thierry est au courant. Parce que, en tout cas, il y a des pistes. Il y a le numéro de ce téléphone de cette personne dont on a oublié son téléphone chez lui. La personne est connue. Est-ce que ce téléphone, on l'a oublié chez Thierry pour accuser une personne innocente? Je ne sais pas. Mais alors, il y a la piste aussi, il y a la piste des Russes que les gens ont dit. Ils ont dit qu'ils travaillaient pour des Russes qui font dans l'or, dans les minéraux, et que Thierry aurait su que ces Russes travaillent avec des FDLR et que ils sont basés à Chibitoki et que à Chibitoki c'est à côté du Congo et que nous savons que les FDLR sont au Congo et qu'il y a des FDLR dans la Kibila et que ils vendraient à ces Russes. Les gens que j'ai approchés disent que c'est une fausse piste. D'abord parce que ces Russes ne sont pas connus pour travailler avec les FDLR. S'ils le font, c'est nouveau. Voilà. Les gens qui sont dans les milieux des minéraux, ils savent qui vont au FDLR et qui ne vont pas au FDLR. D'ailleurs, tout le monde le sait. Et Thierry, ça faisait 1 an qu'il avait démissionné et il n'y a rien de nouveau qu'il allait contribuer ou il n'y avait pas de menace qu'il représentait contre ces Russes-là. Donc c'est une fausse piste. C'est une piste peut-être lancée par des concurrents de ces Russes, je ne sais pas. Mais c'est une fausse piste. C'est pas une piste réaliste. Je ne vois pas. Il était logisticien. Dans le travail qu'il faisait chez ces Russes-là, il était logisticien. Et il n'y a pas de. Il n'occupait pas un poste à haute responsabilité dans lequel il avait accès à des secrets qui auraient pu faire couler cette entreprise. Et d'ailleurs, ça faisait 1 an qu'il était parti et il n'y a pas de nouveaux secrets au bout d'1 an. Il n'y a pas de menace au bout d'1 an. Donc c'est pour cela que la piste des Russes des minéraux ou des FTLR, je n'y crois pas trop. La piste de la famille non plus. Il y a aussi une autre piste qui dit que peut-être son père étant un homme puissant, il aurait des ennemis qui ont voulu s'en prendre à son fils, histoire de lui faire du mal. Mais alors, est-ce que son père n'a qu'un seul fils? Ça aussi, c'est une question. Est-ce que c'était le fils préféré de son père? Je ne sais pas. Je sais juste une chose. La personne qui s'en est pris à lui, elle est très puissante. Elle peut utiliser la justice comme un jouet. Elle peut utiliser la police comme un jouet. Cette personne peut utiliser la documentation pour transférer Cristal au jour même. Cette personne peut, si tu refuses, apparemment la police aussi avait commencé à changer de version parce qu'ils avaient dit que Cristal avait laissé les portes ouvertes. Ils se sont rendus compte que ce jour-là les portes étaient fermées et ils sont partis vouloir changer et dire que Cristal était parti changer les clés de la maison à Ouyenzi pour les dupliquer, faire 2 clés. Donc, c'est une personne puissante, une personne, en tout cas puissante au Burundi, une personne qui peut faire mal,
En tout cas, elle est en train de faire mal à Thierry. Elle l'a fait assassiner. Elle a mis en prison sa femme. Donc, c'est une personne connectée. Mais je ne crois pas aussi que c'est l'État qui ait fait ça. Je m'explique. Je crois que cette personne utilise les moyens de l'État pour persécuter Thierry et sa veuve. Et peut-être aussi, on verra plus tard, peut-être sa famille, je ne sais pas. Parce que si c'est un crime d'État, les crimes d'État qu'on connaît, où c'est la documentation qui te cherche, souvent on entend, ils t'appellent, d'ailleurs ils le font le jour, ils ne le font pas la nuit. Ils t'appellent, on entend toujours que quelqu'un a appelé quelqu'un, et il y a une TI qui vient te prendre, ou une Probox, ou une camionnette, et ils t'emmènent le jour. Et, et souvent les corps sont retrouvés dans les rivières. On connaît le mode opératoire de la documentation. Donc, peut-être que cette personne a utilisé des gens de la documentation, mais ce n'était pas une opération de la documentation. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Mais n'empêche que cette personne utilise les moyens de l'État, les services de l'État, la police, la justice, pour, euh, pour écraser la famille de Thiers. Moi, c'est mon avis. Et voilà. Voilà, pour la famille de Thierry, je présente mes condoléances les plus sincères. Pour Christa, je voudrais lui dire que il faut kwihangana. Kwihangana en Kirundi, c'est en même temps être patient, être persévérant et garder son cœur. La Bible dit que il faut garder son cœur plus que toute autre chose, car c'est la source de ta vie. Si quelqu'un te fait du mal, il vise ton cœur pour que tu souffres. Et la situation par laquelle tu passes, elle est, elle est incroyable. Vraiment, je compatis à ta souffrance, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est la source de ta vie. Une autre chose que je voudrais dire à Christa et aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas de situation permanente. C'est-à-dire que la personne qui est en train de persécuter Christa et Thierry, qui a fait assassiner Thierry, il y a 20 ans, cette personne n'avait pas le pouvoir qu'elle a. Et dans 20 ans, il y a de fortes chances que cette personne n'ait pas le pouvoir qu'elle a. Donc, mais maintenant, cette personne est en train quand même d'utiliser ce pouvoir, ou les connexions, ou l'argent, pour les écraser. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Donc, l'idée est de patienter, peut-être en attendant que l'orage passe, et de garder son cœur plus que toute autre chose. Garder son cœur, ça veut dire le garder de l'amertume, le protéger contre la rancune, protéger vos cœurs, car c'est la source de votre vie. C'est vraiment un conseil général que je donne. Sinon, en ce qui concerne les situations de ce monde, en ce qui concerne les mauvaises choses qui peuvent arriver, euh, c'est cyclique, c'est périodique, et ça ne dure pas. C'est-à-dire que s'il t'arrive un malheur, ça ne va pas durer. Aussi, s'il t'arrive des choses bien, profites-en très tôt, parce que aussi souvent ça ne dure pas. Donc, l'important dans la vie, c'est de garder l'équilibre et surtout de protéger son cœur. Euh, à la famille de Thierry, essayez de régler cette affaire au plus vite en utilisant peut-être les moyens que vous avez à disposition. Si vous trouvez que cette personne qui s'en prend à vous est plus forte, peut-être pensez à quitter le pays parce que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sachez utiliser les moments et les événements. En résumé, la personne qui a fait assassiner Thierry, je ne crois pas que c'est l'organe gouvernemental documentation, je ne crois pas, mais cette personne a utilisé les moyens de l'État. Il faut le retenir. Et jusqu'à maintenant, cette personne continue à utiliser les moyens de l'État. Ce n'est pas comme si c'était une personne qui a utilisé une voiture de l'État et une fois que c'est fait, elle doit se cacher. Non, non. C'est une personne assez puissante pour, jusqu'à aujourd'hui, continuer à utiliser les moyens de l'État
pour assouvir peut-être un désir de vengeance. Je ne connais pas la motivation, mais c'est peut-être de la méchanceté gratuite. D'ailleurs, une des définitions de la méchanceté, c'est de faire du mal juste parce qu'on peut le faire. Pas parce que ça va te rapporter quelque chose, pas parce que c'est rentable. Euh, c'était bizarre de voir la photo de Krista au milieu des deux voleurs, euh, comme s'il y avait une envie d'écraser la famille, de leur montrer, de les humilier, de leur montrer, regardez les deux assassins, on a mis la veuve au milieu. C'est, est-ce qu'elle allait s'échapper? Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. En plus, il y a la présomption d'innocence que la police a cassée tout de suite en l'accusant. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Euh, voilà. Donc, faites attention aussi à vous qui regardez parce que je ne voudrais pas que bientôt ça continue. Si quand on assassine un de vos membres et que plus tard on prenne la veuve et qu'on dise que c'est elle qui l'a fait. Faites attention, sachez le milieu dans lequel vous évoluez. Le Burundi est loin d'être un état de droit. Les gens peuvent utiliser les services de l'État contre vous. Euh, Ils peuvent vous accuser des choses que vous n'avez pas fait. C'est, c'est terrible. Donc, aussi, je ne vais pas appeler, je ne tiens pas à appeler le gouvernement à faire son travail. Je trouve que c'est une démarche bizarre de dire à la justice de faire son travail. Vous connaissez le Burundi, vous connaissez les universités. Tous les gens qui ont fait le droit, ils l'ont fait, ils connaissent leur travail. Tous les policiers, ils ont eu leur formation. Ils savent quel est leur travail. Donc, c'est difficile de dire à des gens qui connaissent leur travail et de les supplier de vraiment faire leur travail. C'est vraiment difficile. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas dire oh, police, fais ton travail. Ils connaissent leur travail. La justice connaît son travail. Ses juges et ses procureurs, ils connaissent leur travail. Seulement, quelqu'un est en train de les instrumentaliser. J'ai vu des messages où les gens appellent le président à la grâce présidentielle ou à faire quelque chose. Lui aussi, il connaît son travail. Et je ne sais pas comment vous dire. S'ils ont choisi l'injustice, s'ils ont choisi de persécuter cette famille, ils vont le faire. Ils vont utiliser les moyens de l'État. Est-ce que c'est en les suppliant qu'ils vont finalement faire le bien? Est-ce que le Burundi est un pays qui est réduit, où les Burundais, c'est des habitants qui sont réduits à supplier les dirigeants pour qu'ils fassent bien leur travail? C'est terrible. Bon, ceux qui vont supplier, qu'ils supplient, mais je trouve que je sais pas. Je sais qu'ils savent que c'est injuste. Ils savent tous ce qui s'est passé, tous les hauts placés. Si moi je le sais en tant que citoyen, si j'ai appelé combien de personnes pour savoir tous ces détails, eux, ils n'ont pas appelé 10 personnes. Ils savent bien qui a fait quoi. Mais ils choisissent seulement de ne pas le faire. Alors, je ne sais pas pourquoi eux aussi choisissent d'ignorer cette injustice. Si vous avez un commentaire ou si vous savez pourquoi la justice et la police et la documentation se laissent utiliser comme ça pour persécuter une famille. Euh, dites-moi pourquoi. Mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas le mobile. Mais je constate clairement que les moyens de l'État sont en train d'être utilisés pour persécuter cette famille. C'est la seule conclusion que je peux faire. Les raisons, on peut en discuter. Je suis ouvert à la discussion. Voilà. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne année. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci.